Bon, on va continuer encore une vidéo concernant, je veux dire, les molécules du vivant, principales molécules du vivant de, du début de l'existence de la Terre qu'on estime à environ 4 milliards 800 millions d'années. Bon, certains diront 4 milliards 500 millions d'années. Hein. Bon, on n'est pas très sûr de quand est-ce que la Terre a été a permis, enfin que la Terre a commencé à exister. On n'en sait pas plus, mais disons qu'on estime à environ certains 4 milliards 500 millions et d'autres à 4 milliards 800 millions d'années. De toute façon, ça a été décomposé. On a décomposé, je veux dire, suivant euh, des périodes bien précises, des périodes bien précises, la formation de la Terre, hein, la formation de la Terre avec toutes les aires géologiques de la Terre. Donc on a eu des formations, des couches qui se sont, je veux dire, euh, mis les uns à la suite des autres, hein, et c'est grâce à ça qu'on permet de dire que tel type de couche provient de tel type de période géologique. Bon, dans les, voilà, on peut retrouver beaucoup de choses dans du schiste, voilà, du schiste, on peut retrouver du grès, calcaire, etc. Voilà, toutes sortes de roches qu'on peut retrouver et qu'on peut dater à des périodes géologiques qui ont été formées, je veux dire, en fonction de couches. Ces couches ont été formées pour donner, je veux dire, la structure, je veux dire, voilà, des roches, la structure des roches. Et donc, si vous voulez, au début de la Terre, c'est ce qu'on appelait le précambrien. Précambrien. Et alors, on a le primaire, le secondaire, le tertiaire et le quaternaire. On va jusque le quaternaire. Voilà. Et je crois que c'est dans le secondaire qu'on retrouve le Jurassique. Jurassique, le Trias, et voilà. Jurassique et Trias, et je ne me rappelle plus au niveau du secondaire. Donc on a quatre périodes géologiques, hein, donc, en ne comptant pas bien sûr le précambrien. Et chacune se décompose, que ce soit le primaire, secondaire, ternaire et quaternaire, se divise encore en, en sous-périodes. Voilà. Mais que le début, c'était le précambrien. Toute la formation, il y a 4 milliards 500 millions à 4 milliards 800 millions d'années, ben, c'était l'époque de la période du précambrien, quand la Terre était toute jeune à sa formation, à son début d'existence. Maintenant, on est arrivé, je veux dire, voilà, on est arrivé en 2018 avec 4 milliards 500 millions d'habitants, d'années que la Terre existe. Voilà, donc elle se divise en primaire, secondaire, ternaire et quaternaire. Et avant le primaire, il y a le précambrien. Euh, voilà, et dans le secondaire, on retrouve le Jurassique, le Trias, notamment avec les dinosaures. Bon, il y a eu toutes sortes de formes d'animaux voilà, qui ont existé, notamment les reptiles. Les reptiles, beaucoup de reptiles, des gros reptiles et non pas des petits, je veux dire aussi bien au sol que marins. Voilà, et peut-être même des oiseaux, reptiles, etc. Bon, tout ça, ça nous éloigne de ce que je voulais expliquer. Ce que je vous ai expliqué ici, on a vu que à partir du CH4, ben, on obtenait du CH4, d'après Oparin, CH4, Oparin et du NH3, et bien sûr de l'H2O, l'H2O. Mais grâce à tout ça, on commençait déjà à avoir ce qu'on appelle de l'alanine. Mais que, je veux dire, on a pu constater, notamment Oparin, l'expérience d'Oparin, par chromatographie, hein, que on obtenait du glycocol de l'alanine, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, j'ai obtenu de l'alanine, du glycocol, de l'acide aspartique, voilà, et l'acide glutamique. Voilà, et ça c'est pour les formes complexes d'acides aminés, et grâce à ça on fait les protéines. Bien sûr, il y a les formes simples d'acides qu'on retrouve, notamment celle qu'on retrouve dans le corps, qui est l'acide formique. Voilà, l'acide formique et l'acide acétique, qui sont des acides simples, contrairement aux acides aminés. Voilà. Et ça, grâce au CH4NH3H2O. Voilà. L'expérience d'Oparin
mais l'expérience aussi de, ouais, j'ai rajouté de l'H2 aussi, et l'expérience de, comment il s'appelle, Miller, Monsieur Miller. Alors, au parrain Miller. Voilà. Bon, j'ai expliqué certaines choses que pour comprendre le vivant, il faut comprendre bien sûr son environnement. Et son environnement, c'est la Terre, voilà, qui est une biosphère. Bon, quand on place des usines, ces usines-là créent tout un déséquilibre le système. Hein. Les usines, on appelle plus ça biosphère quand il y a des usines. On appelle ça technosphère. Quand on a des usines, ben, on a toute une chimie relative à la sortie des gaz d'usine et qui vont venir jouer leur rôle dans la biosphère. Donc on appelle plus ça biosphère, on appelle ça quand il y a des usines technosphère. Mais en général, quand on a une nature tout court, on a ce qu'on appelle la biosphère. Et encore, on peut retrouver des endroits dans le monde où il n'y a pas d'usine, hein, heureusement. D'usine, ni de pollution, de quoi que ce soit. Voilà. Donc, comprendre le monde du vivant, c'est comprendre d'abord son environnement. Et puis, quand on a compris son environnement, on comprend le monde du vivant. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en ayant pris du CH4, en ayant pris du NH3 et de l'H2O, c'est pas anodin. Pourquoi avoir pris ça? Pourquoi avoir pris ça? C'est pas anodin du tout. Parce que, par nos connaissances, quand la Terre a été lancée, bon, la Terre a été lancée, c'est-à-dire elle a été créée, elle a commencé à tourner autour du Soleil, elle a commencé à tourner autour d'elle-même, voilà, elle a commencé à former les éléments de base au niveau de la Terre. Mais ce qui veut dire qu'on a lancé un cycle. Créer quelque chose, c'est lancer un cycle. Comme je vous ai dit, à partir de l'énergie, on va recréer de l'énergie. Donc ici, on va créer un cycle. Quels sont les cycles qu'on va créer? Ben, bien sûr, après le précambrien, bon, voilà, quand la Terre a commencé à se former, voilà, on a les premières bactéries, les premiers minéraux, les premiers ici, les premiers là. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle un cycle qui va se former. Il n'y a pas qu'un seul cycle, il y aura 3 cycles. Il y aura le cycle de l'eau, le cycle de l'azote et le cycle du carbone. Voilà. Par exemple, si je prends le cycle du carbone, bon, vous comprendrez que le cycle du carbone, il va donner du CO2. Bon, il va donner bien sûr du CO2, CO3 moins, voilà, en ion. Il va donner de l'HCO3 moins et il va donner de l'H2 CO3. Bon, ça c'est le cycle du carbone. Donc le cycle du carbone va donner ces éléments-là. CO, CO2, CO3 HCO3 H2CO3. Bien sûr, au travers de cycles, euh, voilà, et de décomposition. Voilà, et ça, je verrai les cycles. C'est pas le but de voir les cycles ici. Je les reverrai dans une vidéo plus future. Mais on n'a pas que le cycle du carbone sur Terre. On a le cycle de l'azote. Et le cycle de l'azote, il va donner quoi? Mais il va donner du NO2, bien sûr des NOx, du NH3, du N2, NH4+, normalement aussi du NO3-, du NO2-, voilà. Ouais, et de l'azote organique, voilà, l'azote organique N. Je sais pas si j'en oublie.
Voilà, en tout cas, ils vont donner ceci. Bon, ça, c'est le cycle du... ça, c'est formé par le cycle du carbone, que je verrai une fois, comment ça va le cycle du carbone. Le cycle de l'azote, je le verrai une fois. Voilà. Et bien sûr, il y a le cycle de l'eau. Il y a l'évaporation, la technique d'évaporation, évaporation, et tralala, tralala. Par le soleil qui chauffe, ça évapore l'eau des océans, des mers, etc. Voilà. Et donc ici, comme par hasard, on retrouve ce que Oparin, le biochimiste russe, et celui Miller qui a fait son expérience, mais qu'est-ce qu'il a pris? Un élément, il a pris de l'eau, hein, et on retrouve le cycle de l'eau, voilà. On retrouve du carbone, mais cette fois-ci, lui, il l'a pris, Oparin, il l'a pris par le CH4, et on retrouve de l'azote au travers du NH3. Voilà. Bon, dans tout ça, il y a de l'hydrogène, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On voit ici, ouais, il y a l'acide carbonique ici, H2CO3. Voilà. Voilà, l'H2SO3 par exemple, on retrouve de l'hydrogène ici sur l'ion ici. On retrouve de l'hydrogène bien sûr dans NH4+, NH3. Voilà, il y a de l'hydrogène partout, donc fatalement, on peut se dire que partout, il va y avoir dégagement d'H2. Voilà, on retrouvera des dégagements d'hydrogène. Bon. Ceci étant dit, on peut, à la place de prendre les molécules CH4, NH3 et H2O pris par Oparin et, comment ça s'appelle, Miller, mais je peux prendre de l'H2, hein, comme je l'ai dit, l'H2, on aura sûrement des dégagements d'H2, de l'acide, voilà, sulfhydrique, H2S, de l'azote N2. Bon, l'azote N2, je l'ai ici, hein, dans le cycle de l'azote. Le CO2, je l'ai dans le cycle du carbone. Voilà. L'H2 est formé à partir d'H2O, peut-être formé à partir d'H2O. Voilà. Et ils ont repris encore une fois ici le CH4. Bon. Mais ça, certains ont pris ceci, pourquoi? Pour faire les expériences, pour trouver les molécules de la vie, les molécules de départ de la vie. Ils ont pris ça parce que c'était produit en quantité au niveau des dorsales océaniques, au niveau des océans. Voilà. Et il y avait des, bien sûr, on avait des hydrogénoses phosphates qui faisaient source, si vous voulez, de phosphate. On avait des sources de phosphate, H3PO4. Bon, donc le monde océanique était complètement rempli de tous ces éléments-là. Mais, en ce qui me concerne ici, je ne vais pas prendre ces éléments-là, parce qu'on sait faire les réactions chimiques avec ces éléments-là, au départ de ça. Je vais faire les réactions chimiques à partir d'H2, d'H2O, de CO, de CO, voilà, de CO. Bon, CO, je vais prendre aussi le CO2. Je vais prendre le NH3. Je vais prendre le N2. Et je vais prendre le CH4. Bon,
rien qu'avec N2, H2CO, CO2, on obtient des acides aminés comme intermédiaire, le HCN. Donc, pour vous dire que CH4 et NH3 ne sont pas indispensables. Hein. Voilà, CH4 et NH3 ne sont pas indispensables, mais je vais quand même les prendre. Donc, avec ceux-ci, je peux obtenir des acides aminés. Du moment qu'il y a du carbone et de l'azote, du carbone et de l'azote et bien sûr de l'hydrogène, mais c'est parti, les réactions peuvent partir hein, pour obtenir les protéines. Ben, c'est ce que je veux m'atteler à faire. Je ne sais pas si on en veut ceci. Hein. Bon, je vais prendre les précurseurs possibles dans l'environnement, c'est-à-dire que je vais prendre le H2. Le H2, je dis que j'allais prendre le H2. Je vais reprendre du H2O, du CO pour avoir du carbone, du CO2 aussi, hein, pour avoir le carbone aussi, bon, CO, CO2, pourquoi pas. Je vais prendre, pour avoir l'azote, du NH3. Je vais prendre du N2 aussi pour avoir de l'azote, pourquoi pas. Je suis pas obligé de prendre la H3 comme j'ai dit, et je suis pas obligé de prendre du CH4. Ben, malgré tout, je vais quand même les prendre. Voilà. Ça, ce sont, on va dire, les précurseurs possibles dans l'environnement. Voilà. On va démarrer à partir de ceci. On dit que l'atmosphère primitive était composée de ça. Bon, il y avait déjà le cycle de l'eau, le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Donc, on peut se dire qu'on retrouvait tous ces éléments là et qu'on n'avait pas que 2-3 éléments, mais qu'on en avait déjà un peu plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, je vous ai dit que si je prends NH3 plus CO, je vais avoir du HCN plus O2. Hein, hein. Donc ici, je dois avoir de l'H2O. Voilà, en faisant ça, j'ai bien 3 hydrogènes et un oxygène. Donc là, tout est bon. Donc, avec du CO et d'une NH3, je vais avoir ceci. Donc avec le CO et du NH3, voilà, je vais obtenir du HCN. Voilà, j'obtiens du HCN. Maintenant, avec du N2 plus CH4, bon, ça c'est en absence d'oxygène. Hein, en absence d'oxygène. Maintenant, avec de l'oxygène, je vais prendre du N2 et CH4. Je vais aussi obtenir du HCN. HCN plus H2O, 2H2O. Voilà. C, j'en ai un. L'azote. Vous voyez, N2, 2. 4 hydrogènes. Le carbone. Ce qui fait 8 hydrogènes. 4. 2O2. Voilà. Voyons voir si c'est bon. N2. J'en ai 2. 2 azotes. J'ai bien 2 azotes. Carbone. J'en ai 2. J'ai
bien 2 carbones. L'hydrogène, j'en ai bien 8. Et là, j'en ai 8 ici. Et là, j'en ai 2. Donc, j'en mets 3 ici. Si j'en mets 3, là, j'en ai 6, plus 2, ça qui fait 8. J'ai bien mes 8. Jusque-là, tout est bon. Ce qui n'est plus bon ici, voilà. Au niveau des oxygènes, j'ai 3 oxygènes. 3. Voilà. 2 fois combien égale 3? 3 demi. Voilà. Je peux tout multiplier par 2, hein, l'équation par 2. Ce qui va me donner 2, 4, 3, 4 et 6. Hein. Vous comprendrez que si je vais mettre tout en entier, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc en fait, en présence d'oxygène, j'obtiens du HCN. En présence d'oxygène, ces deux-ci vont me donner du HCN. Bon. Alors, le CH4. Si je mets en présence d'oxygène, qu'est-ce qu'il va me donner? Du CH2O, 1, 2, plus H2O. Ce qui fait 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on obtient ce qu'on appelle du méthanal. Avec le CH4, j'obtiens du méthanal. Donc, en présence d'oxygène, le CH4 va me donner du CH2O, méthanal. Voilà. Bon, maintenant je vais essayer d'aller au plus bref. Je ne ferai pas toutes les réactions possibles. Et ça, si vous calculez le poids moléculaire, bon, au travers d'un site internet qui calcule les masses moléculaires, il suffit de taper hein, la formule chimique. Vous cherchez calcul de masse moléculaire, formule chimique, ben, vous rentrez HCN, il va vous donner le poids moléculaire. Bon, ici, le poids moléculaire, il varie, si vous voulez, pour les précurseurs possibles, ici, de 2 à 44. Voilà, pour les précurseurs possibles, un poids moléculaire de 2 à 44. C'est tout petit, fatalement, on part du petit pour aller vers le complexe. Bon, l'HCN. Maintenant, on va voir des éléments constitutifs bien précis à partir du HCN. Une fois qu'on a le HCN, la réaction va démarrer à partir du HCN. Les réactions, je veux dire, pour avoir... voilà. Là, on va avoir une nucléotide. Voilà. On sait bien qu'on va avoir des amino-acides. On va avoir des acides gras. Voilà, comme je vous l'ai dit auparavant. On va voir un alcool qui est le glycérol. Voilà, et monosaccharide. Voilà. Donc on a un peu de tout. Hein. On va voir un nucléotide, sachant que le nucléotide plus H3PO4 va donner, si vous voulez, l'ADN. Hein. L'ADN, voilà, ça dépend du sucre qu'on va mettre. Mais si on met du ribose ou du désoxyribose, ben, on va former un nucléotide, et puis un polynucléotide, et puis on va obtenir l'ADN ou l'ARN en fonction du sucre qu'on a mis au départ. Et si je rajoute à ça la protéine, comme je vous ai toujours expliqué, oui, si je rajoute, je vais obtenir de l'ADN, ce qu'on appelle de l'acide nucléique, et si je rajoute à la protéine, une protéine, voilà, de la protéine, par rapport avec des acides, on va dire, alpha-aminés qui vont faire en chaîne par des liens peptidiques la protéine, eh bien la protéine plus l'acide nucléique va donner le nucléotide. Le nucléoprotéine, voilà. Pas confondre nucléotide et nucléoprotéine. Le nucléotide est formé, je veux dire, à partir du sucre. Voilà, on forme à partir du sucre un nucléotide, et puis un polynucléotide, et puis l'ADN ou l'ARN. Voilà.
Et puis associé à ça, on associe, je veux dire, une chaîne d'acide alpha-aminé qui fait protéine, et on a la nucléoprotéine. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, on va voir aussi de l'aminoacide, des acides gras, qui sont des hydrates de carbone, des monosaccharides, voilà, et bien sûr, un alcool qui est le glycérol. Eh bien, tout ça, on l'obtient avec un poids moléculaire qui est passé de 2 à 44, avec un poids moléculaire, bien sûr, plus conséquent, qui va passer de 2 à 350. Voilà. De 100 à 350 pour les éléments constitutifs. Bon, alors, voilà, pour les éléments constitutifs. Bon, j'ai encore un peu de place. Donc, on est parti de quoi? Des éléments de départ pour avoir des éléments constitutifs qui sont ceci, des briques. On a des briques, on a des blocs, des briques, on a du bois, on a tout ce qu'il faut pour construire notre habitation, si vous voulez. Voilà. Et là, on construit ce qu'on appelle la macromolécule. Voilà, la macromolécule, hein, je veux dire, qui sera, bien sûr, l'acide nucléique. Avec les nucléotides, on va fabriquer l'acide nucléique, ARN ou ADN. On va fabriquer avec l'ensemble des acides alpha-aminés, des protéines. Voilà. Bien sûr, avec le glycérol et les acides gras, on va fabriquer les lipides. Et avec les monosaccharides, on va fabriquer ce qu'on appelle les polysaccharides. Voilà. Bon. Et là, le poids moléculaire, il va varier de 1000 à 1 milliard. De 1000 à 1 milliard. Alors, la particularité jusqu'ici, en fait, c'est tout ce qu'on appelle, on a toutes des covalences. Ici, on a toutes des covalences. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est parti du petit pour commencer à construire le grand. Voilà, tout ça, c'est des liaisons de covalence. Bon, donc H2, H2O, CO, CO2, NH3, NH2, CH4, HCN, CH2O, CH2 qu'on appelle méthanol. Hein. Ouais. Et puis après, on a l'élément constitutif. Voilà, donc ça veut dire que là, les molécules de la vie sont là. Les molécules de la vie sont là. Les molécules de la vie, apparemment, ce serait ça, qui proviendrait du cycle du carbone, du cycle de l'azote et du cycle de l'eau pour fabriquer le HCN. Et à partir de ça, tout ce qui est nucléotides, aminoacides, acides gras, glycérol, monosaccharides, et puis en macromolécules, acides nucléiques, protéines, lipides, polysaccharides, et voilà. Bon, avec ces macromolécules, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec ces macromolécules? Mais on fait encore des plus gros assemblages, ce qu'on appelle des assemblages supramoléculaires. Voilà, on fait des assemblages supramoléculaires. Ben, on va retrouver, bien sûr, dans les assemblages supramoléculaires, le ribosome. Voilà, le ribosome. Sans spécifier les associations des macromolécules, je peux citer en exemple, par exemple, les complexes enzymatiques, les systèmes contractiles, les microtubules, etc. Bon, et là, le poids moléculaire, vous comprendrez qu'il va partir de 1 million à aussi 1 milliard. Alors, les éléments constitutifs sont de 100 à 350 en poids moléculaire, macromolécules de 1000 à 1 milliard, et là, les assemblages supramoléculaires de 1 million à 1 milliard. Voilà. Bon, maintenant, par après, on peut, grâce aux assemblages supramoléculaires, voilà, commencer à créer les organites, qui sont des très gros assemblages supramoléculaires tels qu'on retrouve, tels que le noyau, les mitochondries, le chloroplaste, le corps de Golgi, etc. Ce sont des organites. Voilà. Et puis les organites forment la cellule.
Voilà, c'est l'ensemble des organites, la cellule. Et vous comprendrez qu'après, on a les tissus qui sont un assemblage de cellules. Et qu'enfin, on a les organes qui sont un assemblage de tissus. Et donc, ça donne toute une organisation qui part de la base pour, on va dire, plutôt une organisation hiérarchique, c'est une organisation hiérarchique. On part des molécules de base pour former, je veux dire, des poids moléculaires plus importants et pour former, si vous voulez, des organes. Donc, on part du petit pour former le grand, si vous voulez. Et généralement, quand on a une vision des choses, on regarde du grand vers le petit. Mais la création s'est fait du petit vers le grand. Mais pour voir, c'est difficile. Hein. Bon, pour ça, on a les microscopes optiques, microscopes électroniques. Et bon, l'être humain, dans sa recherche, il va du plus petit au plus petit. Bon, ça ne suffit pas de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, je suis en train de faire une petite philosophie sur le temporel. Bon, parce qu'on n'a pas la notion de temporalité. Quelqu'un qui observe, il a la notion, s'il veut savoir comment ça a été créé au départ, tout ça, ben, il est confronté à la notion de temporalité. C'est-à-dire qu'il ne voit que ce qu'il a à un moment T donné, mais il ne sait pas ce qui s'est passé au moment de la genèse de la création. Voilà. Donc on suppose, on émet des hypothèses, qu'en à l'instant T égale 0, il s'est produit certaines choses et que le monde a évolué d'une certaine façon et a permis d'avoir des mécanismes, des structures hiérarchiques, aussi bien au niveau des végétaux, des animaux, aussi bien au niveau du vivant, des cellules, etc. Tout est organisé. On est en face d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit la chimie organique, c'est la chimie, je veux dire, des êtres vivants, oui, mais des êtres organisés. Organiques, organisés. Et en fait, quand on constate bien, tout est organisé. Ce qui n'est pas organisé, tout à fait organisé, c'est le comportement. Comportement, voilà, de comment va se comporter, je veux dire, un être vivant. Voilà. Il y a certaines choses où le comportement est cyclique, mais ça, quand ils sont pas doués d'intelligence, ben voilà, si on prend un arbre fruitier, ben, il va toujours tourner en cycle, il va produire ses fruits, il va faire tomber ses fruits, il va recommencer son cycle en fonction de, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de la température, c'est-à-dire au niveau de l'automne, l'été, l'hiver, voilà, qui sont les périodes, voilà, d'hiver, automne, été, le printemps, voilà. En fonction des 4 saisons. En fonction des 4 saisons, mais les végétaux vont faire leur cycle. Ils ont un cycle. Ils ont un fonctionnement cyclique. Donc on connaît par nature leur comportement. Contrairement, je veux dire, aux êtres doués d'une certaine intelligence, ce sont des structures organisées au niveau des organes, des tissus, etc. Mais on ne connaît pas les comportements. Les comportements, je veux dire, de ces êtres en généralité. Et ça, c'est une autre étude qui étudie les comportements. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Maintenant, il peut avoir un organe peut fonctionner d'une certaine façon et puis défaillir. Bon, là, c'est ce qu'on appelle un accident de parcours de l'organe. Et l'organe peut, je veux dire, bon, être atteint de maux ou être blessé. Donc voilà. Mais il y a des mécanismes de reconstruction, mais si l'organe est fameusement atteint, je veux dire, on ne sait rien faire à l'organe. Bon, il y a des organes, on ne sait, une fois qu'elles vont vers leur destruction, elles sont parties vers leur destruction, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Je pense par exemple au foie. Je pense par exemple au cœur. Voilà. Il y a des choses, bon, on ne sait pas revenir en arrière, il faut faire des transplantations, voilà, d'organes. Transplantation d'organes, parce que l'organe, une fois qu'il a commencé à défaillir, on ne sait pas revenir en arrière. Par contre, il y a des organes qui commencent à défaillir, mais on sait quand même, on va dire, élaborer des mécanismes pour pouvoir soigner certaines personnes. C'est le monde de la médecine. Voilà, c'est le monde de la médecine. Donc, je vous dis tout ça pour vous dire qu'on est dans un monde organisé et que
ce qui a créé tout ceci, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'extrêmement, je veux dire, intelligent, d'extrêmement organisé. On est face je veux dire, une création, je veux dire, au summum de la perfection. Au summum de la perfection. Voilà. Donc, on peut se dire que, comme je l'ai toujours dit, on peut tomber sur la philosophie de se dire qu'est-ce qui a pu créer cette telle organisation et cette telle perfection, qu'on se dit qu'il y a sûrement un créateur qui est d'autant plus parfait que la perfection qu'il a permis de créer, on va dire, des êtres humains, des animaux et tout un univers en soi, parce que c'est l'univers, ça, voilà. Donc, c'est sujet à des discussions qui sont, je veux dire, plutôt d'ordre philosophique. Bon, mais ici, je suis plutôt dans un sujet d'ordre scientifique, donc je vais extraire le point de vue philosophique et de me dire que on a, je veux dire, un monde qui a été créé, je veux dire, quasi euh, à, comment on va dire ça, on va dire, c'est un monde créé comme aussi précis qu'une horloge, que le réglage d'une horloge. Le réglage d'une horloge au travers de ces engrenages. Voilà. Bon, j'avais oublié de dire quelque chose. Si j'ai parlé de lien de covalence, c'est voilà, pour ce qui concerne bon, les précurseurs possibles dans l'environnement de départ, et des éléments constitutifs qui sont les nucléotides, aminoacides, acides, glycérols, monosaccharides, etc. Et des macromolécules, tout ça, ce sont des liens de covalence. Hein. Parce que quand on retombe sur les supramoléculaires, à partir du supramoléculaire jusqu'à les organes de cellules, tissus et organes, là, on a affaire à des liaisons par pont H. Là, on a des liaisons par pont H. Voilà. Et en plus de ça, on a des forces, on va dire, de Van der Waals. Ce sont des forces de Van der Waals. Voilà. De rien du tout est né le vivant. De rien du tout. Mais tout ça, c'est fait sur des mécanismes, des cheminements, je veux dire, où, où la nature savait où elle allait. Donc il n'y avait pas de 40 chemins possibles, si ce n'est qu'elle a pris énormément de temps pour faire toutes ces réactions possibles et imaginables et pour créer, je veux dire, la vie sur Terre. Bon, maintenant, euh, voilà, la vie est possible sur Terre. Bon, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est manger, boire, avoir des stimuli. Comme on est des êtres doués d'intelligence, bon, euh, comme on a dit qu'il y a une création qui a créé, un créateur qui a créé cette création, mais ce créateur qui a créé cette création a permis aux êtres humains qui sont doués d'une intelligence de pouvoir eux-mêmes créer. Donc, on demande à ce que les êtres humains puissent avoir eux-mêmes une créativité, mais dans le sens, je veux dire, à bon escient et pas à mauvais escient. C'est-à-dire créer une créativité pour vivre et profiter de tout ce qui nous est donné pour je veux dire, voilà, pour prendre plaisir dans un monde qui nous est donné. Mais c'est pas ça qui se passe en réalité. Hein. En réalité, il y a beaucoup de, on va dire, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, bien sûr, c'est pour préserver les êtres vivants, hein, continuer leur vie pour que l'être humain, les animaux puissent préexister dans l'environnement. Bon, c'est voilà, de génération en génération, c'est parce que de garder ce que l'être humain, je veux dire, puisse toujours exister. Voilà. Mais en fait, il doit aussi prendre plaisir dans le monde qui l'entoure. Mais c'est pas ça qui se passe en réalité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle des effets négatifs. Des effets négatifs qui peuvent intervenir. Hein, tels que, par exemple, des virus, des bactéries
qui peuvent rendre malades les personnes. Hein. Donc en fait, oui, on parle de... Et là, je vais philosopher un tout petit peu pour dire que, bon, on doit prendre plaisir dans un monde qui nous est donné, mais il y a le déplaisir qui peuvent être provenir de l'extérieur ou même être intérieur à la personne. Donc ici, qu'est-ce qui peut créer un déplaisir? Bon, les virus, bactéries, tout ça, ce sont ce qu'on appelle, peuvent donner des maladies. Hein. Donc il faut faire attention, je veux dire, à l'hygiène, aux soins, etc. Je veux dire, pour éviter certaines maladies, voilà, qui peuvent provenir par des virus et des bactéries. Voilà. Et ça, je parlerai des virus et des bactéries plus tard. Bien sûr, qu'est-ce qui peut avoir des déplaisirs? Ben, c'est toutes le relationnel. Le relationnel. Bien sûr, les guerres, les maladies. Je veux dire, et comme l'être humain a besoin d'argent pour travailler, si je parle en tant qu'être humain, si je parle en tant qu'animal, bon, l'animal, il a besoin d'aller manger, mais si on lui prend sa bouffe, ben, l'animal ne sera pas content. Et ça peut être le cas quand, par exemple, s'il y a un lion dominant qui vient prendre la bouffe, bon, je veux dire, le petit, il ne sait pas manger correctement parce que, je veux dire, le lion dominant, il mange tout. Bon, ici, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui n'a pas de travail, bon, et qui ne rapporte pas de l'argent à la maison, ben, il ne peut pas subvenir à tous ses besoins. Et donc, il sera en déplaisir. Donc, en fait, voilà, il peut avoir des... euh, normalement, logiquement, l'être humain, si je parle uniquement en tant que pour l'être humain, il va chercher normalement le plaisir, mais il peut avoir tous des éléments dans son pourtour qui fassent en sorte qu'il est en déplaisir. Voilà. Voilà, voilà, je prends par exemple le cas des guerres, des maladies provenant de virus et de bactéries, etc. Et tout ce qui peut le rendre malade. Voilà, les accidents, voilà, les relations avec les bagarres, etc. Enfin, on peut tout imaginer, hein, peut-être imaginer qu'est-ce qui peut provoquer un déplaisir, mais là, je tombe dans un débat qui est complètement philosophique. Voilà. Et maintenant, il y a plusieurs débats. Qui a créé le monde? Qui a créé l'univers et la Terre, etc. Bon, on voit bien qu'il y a un créateur, mais on ne sait pas qui c'est parce qu'on ne voit pas, etc. Mais c'est peut-être une force ou une énergie, peu importe. Voilà. Mais on se dit aussi que pourquoi vivre? Pourquoi vivre? Voilà, la question est posée. C'est la question philosophique. Ben, c'est pour assurer, je veux dire, la pérennité des êtres vivants. Voilà. Et quand autant la création a décidé de créer la Terre, autant la création pourra arrêter, je veux dire, l'existence de cette Terre au moment opportun. Donc en fait, il faut savoir que la Terre, bon, elle a eu sa naissance, elle va grandir, va croître, mais elle va vieillir pour finir, je veux dire, un jour à ne plus exister. Bon, autant la Terre n'existera plus, autant le Soleil n'existera plus. Voilà. Et le Soleil va commencer à s'éteindre après des milliards d'années. Vous allez me dire, oui, mais d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer que la Terre peut s'arrêter de... Voilà, il peut se passer quelque chose au niveau de la Terre. Et l'être humain peut bousiller la Terre au travers des guerres. C'est-à-dire, si on a des bombardements atomiques sur toute la planète, bon, il en est fini de l'existence de Terre. On a beau se cacher dans des bunkers, ça ne servira à rien. Parce que le fait de sortir, aller chercher sa nourriture à l'extérieur, ben, la personne va être contaminée. Aller chercher d'autres planètes pour vivre, ouais, ben, on n'a pas encore trouvé des autres planètes. Et même si on en trouve, mais elles sont très peu éloignées. Donc maintenant, c'est peut-être trouver une planète proche et de trouver un- créer un écosystème à la planète où on va y habiter par moyen de bulles et y vivre dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Bon, maintenant, ça laisse la créativité, comme je vous l'ai dit, l'imagination, et à partir, toute chose qui est conçue doit être pensée. Elle est pensée avant. On pense quelque chose, et puis on la pense, on, on en discute, on la dessine, on la calcule, et on la fabrique. Et on la met en simulation. Bien sûr, avant ça, on la met en simulation, puis on la fabrique, et puis après, on fabrique et on regarde voilà. Et on essaie de voir si c'est possible de vivre sur notre planète au travers d'un système à bulles, pourquoi pas, où on crée l'oxygène par un système, je veux dire, euh, voilà, un système synthétique. Voilà. Autant la création a su créer des molécules,
autant l'être humain doit être capable de créer, synthétiser des molécules en laboratoire, en industrie et en dehors de la Terre, c'est-à-dire pour vivre dans une autre planète, pourquoi pas créer de l'oxygène, de l'eau, etc. Par synthèse. Tout est possible. Voilà, donc s'il se passerait quelque chose sur Terre, hein, à la fin de la Terre, ben, c'est d'envoyer des vaisseaux spatiaux, je veux dire, dans un environnement où on aurait construit déjà la possibilité de vivre avec des manières, avec voilà, des produits de synthèse qui peuvent ramener la respiration dans des bulles et l'alimentation dans des bulles et là, bien sûr, pouvoir faire vivre des animaux dans les bulles pour pouvoir, bien sûr, euh, qu'ils soient de nos côtés, soit des animaux de compagnie ou des animaux pour manger. Parce que, bon, les animaux, en général, ont été donnés pour manger. Hein. Parce que l'être humain, il a besoin de protéines, ben, il va chercher ça dans l'œuf de la poule. Il a besoin de viande. Bon, il a besoin de viande, il ne va pas manger que des patates du matin au soir. Ah, donc, c'est vrai que maintenant, il existe des végans qui n'aiment pas, végétariens qui n'aiment pas, je veux dire, les animaux, mais beaucoup d'animaux ont été faits pour l'être humain. Hein. L'environnement, il a été donné pour l'être humain. En général, il est tout au-dessus de la chaîne. Bon, au niveau des roches, bon, c'est pour l'usage de l'être humain. Au niveau de beaucoup d'animaux, c'est pour l'usage de compagnie et mais aussi je veux dire, d'alimentation. Hein. Voilà. Une vache, on va pas faire d'une vache un animal de compagnie. Une vache, c'est fait pour manger. Voilà. C'est comestible. L'être humain ne tombe pas malade quand il mange une vache. Hein. C'est de la viande. Voilà, il peut manger des légumes, des végétaux, il peut manger des animaux. Et, voilà. Il peut boire de l'eau. Bon, de l'eau saine, bien sûr. L'alimentation demande bien sûr de l'hygiène. Bon, vous allez me dire, les premiers êtres humains mangeaient, je veux dire, de manière sale. Ben oui, ben, c'est parce qu'en fait, l'environnement, comme je l'avais dit, a fait pour eux, les a protégés. L'environnement les a protégés. Voilà. Alors que maintenant, l'environnement ne les protège plus. Maintenant, on est obligé d'être soumis à des hygiènes, sinon on attrape des maladies spécifiques dues à des bactéries, des virus mortels. Donc voilà, parfois il faut même se faire vacciner. Alors que dans les premiers temps des premiers êtres humains, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour moi, ils étaient protégés. Hein, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient comme viande, ils découpaient. Peut-être qu'ils faisaient chauffer, peut-être qu'ils ne faisaient pas chauffer, peut-être qu'ils mangeaient cru. Et ils pouvaient manger cru, peut-être que bon, ils attrapaient peut-être des vers, mais ils n'en mouraient pas. Voilà, bon. Voilà, donc ça, ça a eu comme conséquence la pérennité de l'être humain, parce que si l'être humain commençait à être créé et s'il n'était pas protégé par l'environnement lui-même, ben, s'il mangerait les premiers animaux, ben, il finissait par mourir et il n'y aurait plus d'être humain. Donc vous voyez que tout a été calculé pour que l'être humain soit préservé et qu'il puisse vivre dans un environnement. Et voilà, on lui donne des animaux, il mange des animaux, mais maintenant, aller manger les mêmes animaux qu'avant, vous allez attraper des maladies, puisque en fait, si vous mangez cru, vous allez attraper des maladies, peut-être qu'eux, ils les mangeaient cru et n'attrapent pas autant de maladies que maintenant, parce que je veux dire, voilà, c'était peut-être des animaux faits pour eux, qu'on pouvait manger de manière crue, ou peut-être que voilà, je ne sais pas s'ils connaissaient le feu au tout début, voilà, je ne sais pas s'ils savaient qu'il fallait cuire, mais ils mangeaient des choses crues, de manière crue. Et ils attrapaient, bon, parce qu'ils attrapaient des maladies comme maintenant, on irait manger quelque chose de cru. Vous allez me dire, ouais, maintenant les rivières sont polluées, mais malgré tout, aller manger quelque chose de cru, vous allez attraper vite des vers. Hein. Voilà, tout ça c'est pour vous dire que tout a été fait de manière organisée, de manière calculée, de manière à ce que les premiers êtres humains, qu'on sait bien que la création savait qu'ils allaient être, comment est-ce qu'on appelle ça, faibles, ben, ils étaient protégés. On leur a donné un environnement et des animaux pour pouvoir vivre pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils puissent évoluer. Une fois qu'ils ont évolué, à ce moment-là, là, on leur dit, écoute, tu as des bactéries, des virus, attention, parce que tu vas risquer d'attraper une maladie si tu manges telle viande. Alors qu'avant, peut-être la viande là, ils la mangeaient, ils n'attrapaient rien. Peut-être qu'ils avaient un système, justement, ils étaient protégés au niveau de leur système digestif. Hein. Je ne sais pas, j'en sais pas plus. Voilà. Et voilà, donc en fait, tout ça, c'est pour vous dire euh, d'où viennent d'où vient la vie. Ben, elle vient de certaines molécules de base, tirées bien sûr de l'environnement terrestre. Environnement terrestre. On ne peut pas parler de molécules de la vie sans parler de son environnement terrestre, puisque toutes les molécules de l'environnement terrestre
vont faire en sorte de donner la vie. Voilà. On ne peut pas parler de vie sans la terre, on ne peut pas parler de terre sans la vie. Bon, c'est un mariage, je veux dire, de. Voilà. Voilà. Ouais, la Terre n'est pas toute seule, hein. Au moins il y a, il y a de la vie sur Terre. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on ne préserve pas suffisamment la Terre parce qu'en fait, on la pollue. Et donc, la Terre avait besoin de vie, mais cette vie-là, on est en train de détruire la Terre. Bon, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à l'être humain d'être intelligent, de pouvoir préserver la Terre, parce que l'être humain, c'est l'habitant de la Terre, c'est à lui en faire en sorte qu'il est maître de son environnement et il doit faire en sorte de garder son environnement, je veux dire, le moins pollué possible. Voilà. Mais maintenant, si on lui a donné une forme d'intelligence, s'il ne manifeste pas son intelligence pour, pour ses biens, pour son bien, pour son plaisir, ben, à ce moment-là, il va détruire la planète, il va s'auto-détruire parce que détruire la planète, hein, comme on a dit, la planète Terre a besoin de vie, mais comme la vie a besoin de la Terre. Bon, si maintenant on détruit la planète Terre, la Terre sera détruite et la vie va être détruite en même temps. Voilà. Et c'est ce qui se passe. On commence à avoir de plus en plus de maladies, je veux dire, pulmonaires à cause des pollutions. Mais si maintenant on est dans 500 ans et qu'on continue à ce chemin-là de pollution, dans 500 ans, ici, la vie n'est plus vivable. Vous voyez tout de suite au niveau des poumons, et au niveau des réchauffements climatiques, que certains disent que c'est dû et le fruit de, je veux dire, de toute une perturbation, de déséquilibre, voilà, voilà, de la biosphère, au niveau de la biosphère. Déséquilibre, on peut parler de plusieurs types. L'effet de serre, par exemple, l'effet de serre et d'autres pollutions. Pollution CO2, pollution de toutes sortes de produits chimiques. Voilà, toutes sortes de pollutions qui vont faire en sorte que l'environnement va être pollué. Il existe de nombreux produits voilà, qui sont perturbants pour l'environnement. Et je parle de ça, par exemple, la dioxine. On va avoir des incinérateurs qui envoient de la dioxine, par exemple. C'est un exemple. Tous les produits chimiques qui sont envoyés par les usines chimiques. Voilà. Ce sont des produits chimiques nocifs, bien sûr. Parce que les produits chimiques, on est constitué de chimie et l'alimentation est tout chimique. Tout est chimique. Simplement, il y a des produits chimiques nocifs, des produits chimiques qu'on peut manger, qu'on peut consommer ou qu'on peut sentir à certaines doses, mais quand on dépasse certaines doses de ces produits, ils deviennent nocifs. Voilà. La nocivité dépend bien sûr de la concentration. Voilà. Concentration. Et de l'attaque du produit, s'il est corrosif ou si c'est un poison, etc., etc. Bon, il existe toutes sortes de produits chimiques. Voilà, et chaque chose a son utilité. On peut avoir des utilités pour certaines choses au niveau chimique. Voilà, et fatalement, ils ne serviront pas à l'alimentation parce qu'ils servent à autre chose. Voilà. Par exemple, voilà, si je prends les peintures métalliques, ben, c'est pas fait pour manger. Une peinture métallique, c'est pas fait pour manger. Pour manger, c'est fait pour peindre une voiture. Voilà. Par contre, on rencontre des couleurs pour les aliments. Ouais, mais c'est autre chose. C'est pas des peintures métalliques comme on peint sur la carrosserie. Fatalement, voilà, c'est des colorants alimentaires. Et encore, les colorants alimentaires, on peut pas mettre n'importe quelle dose, hein. Comme je dis, bon, tout est une question de dosage. Voilà, je vous remercie beaucoup.